Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube de Radio Canal K de Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine est togolaise, puisque nous sommes des Togolais, mais avant tout africains. Je vais devoir commencer par cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. » Thomas Sankara renchérit en disant « Seule la lutte libère ». Et nous démarrons cet entretien exclusif avec vous, également avec notre invité Varus Sossoé au studio. Bonjour et bonsoir Varus Sossoé. Bonjour et bonsoir Amos. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, je rappelle que vous êtes président par intérim de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Vous nous venez tout fraîchement de Genève, aujourd'hui même, au studio de Radio à vous l'été. Ça fait environ 1 heure temps de route. Merci quand même de votre disponibilité, de votre engagement citoyen. Alors, on va parler panafricain, puisque c'est de cela qu'il s'agit ces derniers temps. On a aussi vu qu'il y a ce sentiment anti-français dans beaucoup de pays. Nous, Africains, on n'est pas contre le peuple français, mais c'est plutôt contre le système France-Afrique. On va parler de l'engagement citoyen. Mais on va d'abord aller au Togo, où ce gouvernement qui se dit panafricain est dans ce petit pays, comme on l'appelle, la Suisse de l'Afrique également. Le Togo, au Togo, on compte plus d'une centaine de prisonniers politiques. Nous émettons depuis la Suisse. Nous avons notre compatriote, notre ami Jean-Paul Molou, qui fait pratiquement 2 ans en prison. Il est gravement malade, Varus Sossoé, puisque vous suivez de près ce dossier. Oui, effectivement, Jean-Paul Molou, ça fait depuis le 4 novembre 2021 qu'il est incarcéré au SCRIC à Lomé pour avoir eu à dénoncer intempestivement, mais de façon constante. Intempestivement, c'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser parce que c'est raisonnable à mon point de vue qu'un citoyen qui veut participer à la construction de son pays, de son État, puisse réagir lorsque, pendant 50 ans et pratiquement 60 ans, les mêmes travers d'agissement, de comportement de l'État posent problème. Et donc, il était en droit, il se sentait en droit de réagir. Et donc, nous tous, nous avons réagi à certains niveaux, à tous les niveaux donnés. Même les politiciens ont réagi et réagissent encore. Donc, tous les citoyens togolais ont le droit de parler aux autorités. Bon, on peut mettre en parenthèse les injures, etc. Parce que je pense que à tous les niveaux, nous devons aussi faire preuve de sagesse, d'une certaine sagesse. Et surtout, ça doit incomber aux autorités de faire preuve de cette sagesse-là. Et de pouvoir éduquer par là même les citoyens à leur faire participer à l'État, à la construction de l'État qui est toujours en processus, mais en même temps à leur montrer comment il faut se conduire en citoyen et comment il faut faire en sorte que la sagesse soit manifestée dans les propos de nous tous. Donc, on est en droit de se dire que l'incarcération de Jean-Paul Molou résulte un système donc mis en processus d'un système de torture. C'est ça. En gros, pourra-t-on dire que Jean-Paul Molou est un prisonnier personnel du chef de l'État Faure Gnassingbé? Oui, c'est ce que certaines personnes disent. Alors, tout cela, ça montre qu'il y a une stratégie derrière. Bon, est-ce que moi, je lis la chose ainsi? Non, je ne vais pas jusque-là d'ailleurs. Et prisonnier personnel pour pouvoir échanger avec d'autres choses après. Je ne vais pas jusque-là. D'accord. Pour moi, je m'arrête au fait que les griefs relevés contre Jean-Paul Molou ne sont pas des griefs à en faire un État, à faire... D'accord. Voilà, D'accord. À considérer. D'accord. En tout cas, qu'on ne le veuille pas, pour le moment,
Jean-Paul Omolo est gardé en prison, maltraité, torturé, il est malade, gravement malade. Alors nous sommes en Suisse, hein, on sait que la diaspora africaine, dans son ensemble, s'est mobilisée pour aussi participer financièrement aussi, j'allais dire ça, il faut qu'on parle ça en langue de bois, mais c'est insuffisant. C'est temps-ci, Jean-Paul Omolo a besoin de notre aide, surtout nous qui sommes de la Suisse. Effectivement, c'est normal qu'il ait besoin de nous. Il est sorti de notre sein. Et c'est un membre à part entière de la CTS. Tout à fait. Donc, il appartient aux membres de la CTS de se mobiliser davantage. Et on les appelle à chaque moment, à tout moment, et à temps et à contre-temps de réagir et de faire en sorte que les appels à manifestation soient suivis par le plus grand nombre possible. C'est dommage que c'est seulement quelques vingtaines de personnes qui se réunissent. Qui réagissent. Et si on n'a pas l'appui d'autres individus, d'autres membres, d'autres patriotes de l'Afrique, ben, le nombre est tellement infime qu'on se demande si c'est sérieux, si on prend la chose au sérieux. D'accord. Et donc, nous devons nous mobiliser davantage et pour tout ce qui concerne nos citoyens et citoyennes, nos concitoyens et citoyennes, patriotes ou pas, et nous devons réagir. Nous devons réagir et massivement. Je pense que vous qui nous suivez dans cette émission panafricaine, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, surtout les Togolais qui sont en Suisse, manifestez-vous pour aider financièrement. Donc voilà, on a besoin quand même de l'argent pour faire beaucoup de démarches aussi sur le plan juridique également. L'appel est lancé par le président de CTS Varius Osue. Alors, je ne sais pas si vous avez encore un mot là-dessus. Oui, absolument. Nous aider financièrement à pourvoir aux besoins de la famille qui est là et à lui et qui a besoin de soins intenses. Parce qu'il était malade avant d'y aller, avant de se rendre au pays. Donc, nous faisons appel à vous tous, à votre bonne volonté, à citoyenne. Et aidez-nous financièrement et par d'autres moyens aussi, lors des manifestations, s'il vous plaît. D'accord. Avant de revenir sur ce mot panafricanisme, ça devient une chanson. On va répéter, on va chanter une récitation, c'est clair, puisque nous voulons que l'Afrique se réveille. On est déjà réveillé, mais il faut qu'on le fasse beaucoup plus qu'avant. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité au Sénégal. Ousmane Sonko, accusé entre autres de corruption de la jeunesse, est toujours en prison, et gravement malade également. On a appris qu'on refuse même, on lui refuse même le droit de visite également, mais finalement, les avocats ont osé. Les juges également, surtout, ils ont réintégré Ousmane Sonko sur la liste électorale. Vous, en tant que panafricain, quelle est votre réaction là-dessus? Ben, on est tous contents que le phare de la lutte panafricaniste aujourd'hui, qui est Ousmane Sonko, est réhabilité dans ses droits de présentation, de se présenter comme candidat. Bon, c'est une victoire d'étape parce qu'il reste à entériner cette décision à un niveau supérieur et donc on attend cette décision-là finale parce que en tout cas, il est à craindre, moi je le pense, que si on ne réhabilite pas définitivement Ousmane Sonko, il va y avoir du feu au Sénégal. Puisque le peuple est déterminé, et engagé. Oui, le peuple est déterminé. On ne peut pas contrôler tous les citoyens. Et il faut que les dirigeants œuvrent de sagesse, encore une fois, de professionnalisme et de sagesse pour savoir qu'il y a du feu qui vient. Donc, nous attendons à ce que Sonko soit définitivement... comment dirais-je, entériné dans ses droits au niveau supérieur. Et donc, il est maintenant, en matière de droit, il est éligible. Il est éligible, oui, c'est ça. Bon, maintenant, il peut concourir. Il peut concourir, mais c'est ce dont je parle, c'est qu'il y a encore une étape de la décision à prendre, non, je pense. Et tout donc, à fait. Voilà. Et nous souhaitons vivement que cela se fasse réalité. Et tout cela grâce à la mobilisation générale. Oui, absolument, absolument. En tout cas, le peuple sénégalais n'est pas il n'est pas apeuré. Et ils le disent de façon
péremptoire, ils doivent nécessairement avoir le dessus sur la dictature de leur chef d'État et de leurs acolytes, de ses acolytes. Donc, j'oublie d'ailleurs son nom, mais ce n'est pas grave. Et ils sont déterminés. Moi-même, j'ai assisté à 2 ou 3 reprises à leur manifestation. À Genève, justement. À Genève. Et non, c'est très fort comme sentiment de citoyen, de patriotisme. Donc, comme quoi, finalement, la mobilisation a un prix. Absolument. Sans la mobilisation populaire, je ne vois pas ce qui peut se faire sur le plan citoyen. Et je pense que il y a une conscience de ce qui m'appartient, de la chose publique qui est ma part aussi, et non pas la part de ceux qui dirigent uniquement. La chose publique, comme on le dit, la République est bien pour nous tous. Et donc, nous devons nous mobiliser, nous devons nous rendre conscience, nous devons nous rendre cela présent à la mémoire, à la conscience vive, que c'est par notre engagement. Le terme est là, l'engagement sans retenue. D'accord. L'engagement sans retenue. L'engagement sans retenue de tous les citoyens qui se disent panafricanistes ou bien qui ont à cœur le bien de leur nation. Nous devons nous mobiliser contre les impérialistes et tout ce qui vient de l'extérieur qui veut s'imposer à nous encore en ce 21e siècle. D'accord. Nous sommes une émission de formation et d'éducation citoyenne. Alors, je ne dis pas qu'on ne comprend pas ce mot mobilisation, mais dans la mobilisation, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. Vous, en tant que grand panafricain d'ailleurs, citoyen avisé, averti, qu'est-ce que, quand on parle de mobilisation, vous y mettez quoi concrètement? D'abord, il faut l'écoute. Il faut comprendre. Il faut avoir l'esprit patriotique. Il faut avoir l'esprit patriotique, pas l'esprit de partisanerie, non. L'esprit patriotique qui surplombe et qui transcende tous les intérêts partisans, n'est-ce pas? Et c'est cela qui fait d'une nation et d'un peuple ce qu'il est normal d'appeler... Puisque je dis tout ça là parce que nous sommes ici, nous sommes dans la diaspora africaine, notamment en Suisse. Quand on convoque généralement des Africains pour une réunion citoyenne, quand on veut parler un peu de la politique en Afrique, les gens ne sont pas souvent intéressés. Ils disent que oui, moi je n'aime pas la politique. Donc quand on parle de mobilisation, c'est en cela que je vous ai relancé. Oui. Alors il y a le phénomène de la peur. Le phénomène de la peur qui est... la peur est semée dans les cœurs, surtout pour certains pays comme le Togo. Ce n'est pas le cas pour les pays du Sahel. La plupart sont vraiment... Ils ont conscience de ce qui est leur devoir de patriote à faire. Et là où la dictature a essaimé un peu partout et s'est affermie pendant 50, 60 ans, il est tout à fait normal que les gens ne veuillent pas s'engager. Et ça, c'est dommage, parce que on a mis dans la tête des gens que la politique, c'est seulement réservé à une certaine élite. Être député, ministre. Voilà. Mais discourir, penser le bien public, ce n'est pas encore faire de la politique on peut aussi faire une politique agricole. Mais on peut aussi faire des engagements, n'est-ce pas, s'engager sur le plan agricole, sur le plan partenariat commercial, etc., sur le plan de la société civile, par exemple. Il y a, tu parles d'agriculture, et ça c'est très important. Ça c'est aussi une politique. La possession de la terre qui appartient aux citoyens, au lieu qu'on brade la terre à des étrangers, à des gens qui, parce qu'ils sont riches, peuvent venir et acheter la terre à qui mieux et engraisser les puisqu'on parle justement de nos terres qui sont très fertiles d'ailleurs en Afrique. Vous avez suivi il y a quelques, disons 3 ans déjà, même plus, ces coups d'État au Mali, au Burkina Faso, à Guinée-Conakry, au Niger. Tout cela, les militaires ont dit, nous avons écouté les lamentations, les cris de détresse de nos populations, où pratiquement dans ces pays, il y a une malgouvernance. Les militaires ont finalement dit, on fait un coup d'État.
Parce que les populations se sont soulevées tout le temps, mais ils n'ont jamais eu le pouvoir. Puisque c'est le rapport de force, les armes. La population, les militaires disent, oui, nous sommes partie intégrante de cette société civile-là également. On va faire un coup d'État, pas force. Mais on va vous protéger. Ils disent aux populations, on est là pour vous protéger. Et finalement, vous avez vu les réactions sur le plan géopolitique international. Et voilà, des sanctions par là, des sanctions par-ci. Le Niger en fait partie maintenant. Le Mali est toujours coriace devant la France. Et finalement, on a créé l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso. Et le Togo est cité pour les aider. Quelle est votre réaction? Vous êtes panafricain togolais. Quelle est votre réaction là-dessus? Partant des militaires et de leur travail, de leur fonction républicaine, c'est réconfortant. On a vu comment Kida les reconquis. Kida les reconquis par la volonté combative de ces militaires-là qu'on veut écarter de l'administration de la chose publique. Ils sont aussi citoyens que les citoyens ordinaires. Et leur première fonction, ils l'ont bien compris. On ne peut pas venir posséder le Mali, tout le Sahel, et parce qu'on est puissant, on est puissance étrangère, on a dominé, on est colonisateur, colonisatrice, et donc on s'amène seulement comme ça, et comme si les citoyens de ces pays-là, non, ils doivent se taire et voir les choses se faire, non. Et nous saluons vivement les militaires du Sahel, de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le général Tiani au Niger, et l'homme fort du Mali, dont Assimi Goïta. Nous apprécions tous ces gens qui, pour moi, vont dans le sens de l'intuition gouvernante de Thomas Sankara. Nous avons des frères et qui sont là pour nous aider. Soutenons-les vivement. Soutenons-les par un engagement patriote. Alors, moi, Togolais, si les choses se passent ainsi et que le Togo vole au secours de ces pays-là, c'est aussi réconfortant. C'est une bonne chose que le Togo s'engage en cela et soit prennent une position contre la décision de la CEDEAO. Ce n'est même pas très clair encore, parce que le Togo aussi, par l'OTR, a porté des sanctions contre le Niger récemment. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que dans l'action de soutien apportée par le Togo à ces régimes militaires, on décèle une étincelle de patriotisme panafricain. Ok, mais accueillons cela, mais avec vigilance. Avec réserve. Avec réserve et vigilance. Puisque le Togo est connu comme un État dictatorial. Le Togo est une dictature. Bon, voilà. Mais la question est simple. Est-ce qu'on peut être dictateur et en même temps panafricain? Jamais. Ça peut arriver, on peut changer de stratégie quand même. On peut changer, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant. Il faut observer ce régime-là togolais. Alors, sur le plan conceptuel, c'est antinomique, fondamentalement antinomique, dictature et panafricanisme. Parce que le panafricanisme prône la solidarité. Alors, dans cette condition, sans langue de bois, puisqu'il y a eu des critiques, nous on a suivi des réactions de certains panafricains togolais même, non togolais, qui ne sont pas d'accord avec cette manière de procéder de l'AES, connaissant le Togo comme étant un État dictatorial. Mais pourquoi vous allez vers Faure Gnassingbé, qui tue son peuple, qui martyrise son peuple, qui utilise cette stratégie, diviser pour mieux régner ou bien appauvrir pour mieux dompter? Alors, ils ne sont pas d'accord. Alors, finalement, comment arriver à la CEDEAO des peuples dans ces conditions? Bon, CEDEAO des peuples, je pense qu'on en est encore loin. Très loin. Nous sommes en formation. D'accord. Nous sommes en formation, nous devons accueillir cela avec cœur léger mais combatif. Puisque les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Si les Maliens ont que des intérêts au Togo, les Nigériens
un coup des intérêts au Togo, le citoyen togolais lambda serait un peu frustré. Mais comment arriver à la CEDEAO des peuples alors? Les Togolais sont frustrés, ça c'est sûr, en voyant le jeu des partenariats. Mais il faut comprendre aussi que les pays du Sahel ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas jeter. Donc pour vous, on peut sacrifier le peuple togolais? Non, est-ce qu'il faut comprendre que ce n'est pas sacrifier le peuple togolais? Mais on trouve dans cet imbroglio de pouvoir qui interagit géopolitique et géostratégique une aide du Togo, du sommet du Togo. Bon, ok. En termes de logique partenariale, ok, on y adhère, on va vers le Togo parce que le Togo est un seul des pays, un des seuls pays qui défendent la liberté de choix, la décision populaire de ces pays. La question de savoir, est-ce qu'ils le font sincèrement, mais c'est une stratégie, c'est une politique d'opportuniste. Alors, on sait jamais. Ou alors tout partenariat est opportuniste. Et on peut l'accepter, puisque c'est les faits et le cours des événements qui font que nous créons des liens entre partenaires, entre pays, et c'est compréhensible. Donc, je pense que moi, personnellement, j'écarte l'idée que c'est de l'opportunisme qui néglige les droits des Togolais, qui néglige les droits des peuples. Non, ce n'est pas... Distinguons entre opportunisme bienveillant et opportunisme malveillant. Est-ce que le panafricanisme est fondé sur cette action de reconnaître un dictateur, mais en même temps le reconnaître aussi qu'il est panafricain? Est-ce que ça ne frustre pas? Non, je répète la question. Alors, dans cette condition, que faire concrètement? Comment communiquer? Ça frustre. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie de la part des pouvoirs, n'est-ce pas, pour éduquer les gens dans le sens d'un patriotisme panafricaniste. Puisque jusque-là, le Togo se dit, je suis panafricain, mais on compte encore plus d'une centaine de prisonniers politiques. Est-ce que vraiment, franchement, est-ce que ces prisonniers politiques constituent-ils une menace pour Faure Gnassingbé? Est-ce que ces prisonniers, ils n'ont même pas de moyens financiers, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas d'armes? Pourquoi garder ces prisonniers politiques? Est-ce qu'ils sont des menaces? Est-ce qu'ils sont menaces? De la mauvaise gouvernance que résultent toutes ces arrestations-là. Encore une fois, je reviens à l'antinomie qui subsiste entre panafricanisme et dictature. Le panafricanisme a besoin d'une idéologie forte en Afrique. Et là, il faut de la sagesse aussi et du professionnalisme de la part des dirigeants, s'ils veulent être panafricanistes, d'éduquer les gens au respect à ceux qui sont pouvoir, à ceux qui possèdent la force d'user de sagesse politique. Parce que le tout n'est pas d'appliquer des lois. Il faut aussi voir si le citoyen dans cette affaire-ci a le droit à la liberté et il utilise cela à bon escient. Et donc, il faut non pas seulement une idéologie forte, mais il faut aussi un accompagnement des populations. Il faut aussi de la bienveillance qui est objet d'éthique et de sagesse gouvernante. Il est très important de mesurer, n'est-ce pas, la dose idéologique, la puissance idéologique et la puissance éthique qui fait respect des libertés et des droits des citoyens. Autrement, c'est difficile. C'est toujours un jeu d'équilibre entre idéologie forte pour la sécurité et idéologie forte, respectueuse des droits et libertés des citoyens. Il faut toujours un équilibre constant. Et cela demande la sagesse, la gouvernance. Tout à fait. Alors, vers nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder au studio de radio à Volonté. On est également suivi sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Alors, on va conclure par un message fort d'encouragement,
de détermination, de mobilisation. Le mot revient tout le temps, puisque l'Africain est fier maintenant quand on parle d'Assimi Goïta, quand on parle de Mamadi Doumbouya ou en Guinée-Conakry. Les gens aussi sont un petit peu réticents. Ces militaires, on n'a pas tellement confiance. Ils sont là aussi pour garder le pouvoir. Est-ce que vous avez un mot à l'ensemble de ces hommes politiques qui sont devenus maintenant des militaires aussi, et en même temps aux citoyens lambda africains que nous devons combattre pour la souveraineté de l'Afrique? Je leur demanderai de voir clairement la part de l'idéologie panafricaniste, l'idéologie qui nous permet de défendre nos intérêts et de les défendre vis-à-vis des gens qui nous ont maintenus dans l'esclavage, dans la servitude pendant des siècles. Et cela s'impose et ils ont bien compris. Maintenant, nous devons avoir confiance en eux aussi de la part des populations. Parce que sans confiance, ils sont désemparés. Les populations, nous devons en tant que membres de la population, nous devons les soutenir et attendre que ce qu'ils essaient de faire prenne forme. Là, vous parlez des militaires. Des militaires. Et soutenons-les. Ils ont commencé un travail. Ce n'est pas facile, ce travail-là. Et ceux qui sont clairvoyants mettent en garde les populations contre cela. Parce que le risque, c'est de les décourager, les décontenancer au point où... Et puis, bon, vous les journalistes, je dis toujours, laissez ces gens travailler. Ayons aussi de la sagesse lorsque nous faisons notre on peut pas aussi travail. les faire, on peut pas aussi faire une confiance aveugle à ces militaires là aussi. On veille au grain quand même. Confiance aveugle. Il s'agit de les mettre en garde toujours. Choguel Koukala Maïga, le premier ministre, disait du Mali. Du Mali disait aujourd'hui nos peuples sont unis. Et lorsque les dirigeants d'un pays ne fonctionnent, ne gouvernent pas bien, il est du droit des populations de se soulever. Quelqu'un qui est du pouvoir, qui agit et qui parle ainsi... Je vous donne encore 30 secondes pour conclure cet entretien exclusif. Et cette personne-là montre bien que nous ne sommes pas là pour exploiter, pour tromper la population, la vigilance de la population. Donc, alors, aux populations, maintenant, je demande de la patience qui conduisent ces ministres, ces administrateurs de nos États nouveaux, parce qu'ils sont militaires, nous devons les soutenir jusqu'au bout. Et ça, c'est mon dernier message. Accompagnons-les. Merci beaucoup. Accompagnons-les, soutenons ces militaires, mais nous veillons également au grain. Ainsi prend fin cet entretien exclusif sur Radio Canal K. On va encore finir cet entretien avec un message fort de Frantz Fanon. On va toujours le répéter, il disait... c'est très fort. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Chers Africains, de quelle génération nous sommes? Prenons nos responsabilités. Novio a volé. Kokole, Tetinta et en Bambara au Mali, a volé signifie qu'elle est Tani. À très bientôt, patriotiquement. Au revoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.